Bienvenue dans ce débrief solo numéro 19. Le concept est simple. J'appuie sur le bouton et vous savez tout ce que je sais sur un sujet en moins de 20 minutes, allez, une dizaine de minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu Bernard, je suis créateur du podcast Bonne Réputation. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Et je suis aussi coach pour entrepreneurs et dirigeants en personal branding, c'est-à-dire que je les accompagne à installer leur autorité sur leur expertise dans un contexte professionnel. Et à force d'avoir accompagné plus d'une centaine de personnes, je vois souvent les mêmes problématiques remonter. Et donc, c'est l'objectif de ces petits débriefs solo, c'est de faire la synthèse de tout ce que je vois sur une seule problématique et de vous débriefer un petit peu comment faire pour l'adresser. Là, l'idée de cet épisode, c'est d'aller adresser une grosse problématique pour le coup, qui est propre à LinkedIn, qui est celle de la visibilité qui s'est effondrée cette année. Donc le reach LinkedIn s'est effondré. Certains parlent de moins 50%, d'autres de moins 100%, d'autres de moins 200%. En tout cas, il s'est bien, on va dire qu'il a à peu près été divisé par deux en moyenne pour tous les gens qui postent sur LinkedIn. Il y a plein de raisons à ça qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Malgré tout, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour le moment, j'en fais partie puisque cette année, moi, j'ai arrêté mes compteurs pour l'analyse de ce podcast à trois quarts de l'année, à fin octobre. Ouais, il me restait 2 mois, un peu plus de 3 quarts de l'année. À fin octobre, j'avais fait x3 en visibilité, donc plus 193%, alors que la moyenne des gens, c'est plutôt d'être divisé par 3. Et c'est la promesse de cet épisode, c'est de vous expliquer, pas comment faire en général, mais juste dans un contexte où les impressions baissent, comment j'ai fait moi pour augmenter ma visibilité, donc sur une tendance plutôt inverse, sans m'épuiser puisque j'ai pas fait plus de posts que l'année d'avant. Moi, je poste depuis plusieurs années sur LinkedIn, donc avec le même effort, le même nombre de posts, essayer d'analyser ce qui fait que j'ai réussi à augmenter ma visibilité dans un contexte où c'est plus dur. On va parler de stratégie macro, on va parler aussi de branding, on va parler de profondeur des contenus, de quoi parler dans ces posts, de la posture à avoir, d'IA, de prise de risque, de KPIs, qu'est-ce que je regarde comme indicateur de performance, c'est important aussi, et puis de temps. Si ça vous va, on est parti. Je vais démarrer par déjà un petit retour stratégique d'un point de vue macro. Je vais partager mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Au moins, ils auront quelque chose à voir en même temps. Hop là, j'arrive. Désolé pour le petit temps d'attente pour ceux qui sont, qui sont en podcast. C'est bon. Oui, je démarrais par ça. Je démarrais par l'écran où je montrais mes impressions arrêtées à fin octobre. À fin octobre, j'avais fait un peu plus de 3 millions d'impressions cette année, ce qui était j'étais à plus 194,3% par rapport à la même période l'année dernière. Le sujet des valeurs absolues n'étant pas vraiment le sujet d'ailleurs de l'épisode, 3 millions d'impressions, c'est largement suffisant pour moi parce que c'est des impressions de qualité auprès de gens que j'ai bien ciblés et donc ça me permet de gérer mon business d'indépendant. Mais c'est potentiellement ridicule pour des influenceurs ou c'est potentiellement pas du tout assez pour une entreprise qui a besoin d'en faire beaucoup plus. Le point étant que j'ai suffisamment d'impressions pour faire une vraie analyse et qu'on est sur une masse d'impressions qui statistiquement permet de comparer à l'année dernière. On n'est pas sur 100 impressions, ce serait compliqué de comparer. Là, on est sur plusieurs millions. Point macro. Moi déjà, il faut savoir que sur plusieurs années, j'ai établi une stratégie que j'appelle le triangle. J'en ai parlé dans des épisodes précédents, que j'appelle le triangle d'or du marketing B2B, qui est que j'ai 3 canaux. J'ai LinkedIn. Donc mon LinkedIn, c'est un canal, c'est mon profil, c'est mon canal de flux, c'est le fil rouge sur lequel je suis présent tout le temps, qui me permet d'avoir beaucoup de visibilité. Je poste 2 fois par semaine en moyenne. Et en revanche, tout le contenu que je fais, il est périssable, hein. Après une semaine, plus personne n'en entend parler. Donc c'est un peu dommage, mais ça permet d'être présent et d'exister et de capter du flux de visibilité. Mais j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathieu et j'ai aussi un podcast, il est là, qui s'appelle Bonne Réputation. Et en fait, ces 3 piliers sont importants. Je les ai pas lancés tous d'un coup. J'ai lancé d'abord mon LinkedIn pour avoir un fil rouge, être présent, être reconnu et ça m'amène des opportunités. Ensuite, j'ai lancé
mon podcast, qui est du coup, contrairement à LinkedIn, qui est du flux et donc du contenu qui apporte de la visibilité, mais qui est périssable. Le podcast, c'est un contenu de stock, c'est-à-dire c'est des contenus longs, c'est des épisodes d'une heure, souvent de l'interview ou des petits épisodes comme ça, dans lequel je fais une petite capsule, mais 20 minutes, ça reste quand même long. Et ça, c'est des contenus qui restent. Et donc, c'est important. Ça me permet de toucher des gens, pas juste à un instant T, mais potentiellement dans un an sur cet épisode. Si vous l'écoutez dans un an, je pense qu'il y a beaucoup de piliers qui seront vrais. Et donc, ça me permet aussi d'aller sur YouTube, donc d'être référencé d'un point de vue SEO sur les bons mots-clés. Donc, c'est important d'avoir du contenu de stock qui est pas périssable. Et moi, j'ai choisi le podcast parce que j'aime bien ça, en fait. Et il y a plein d'autres manières de le faire. On peut aller directement créer une chaîne YouTube, par exemple. Bref, on peut créer un blog. Enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Ensuite, moi, j'ai créé une newsletter qui est donc le troisième pilier que j'ai amené, qui est du contenu de stock aussi, mais qui permet de faire de la rétention d'audience parce que LinkedIn ou podcast, ben, je ne suis pas possesseur de mon audience, alors que newsletter, quelque part, si, étant donné que les gens qui s'abonnent, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, laissent leur mail. Donc, je peux les contacter directement. Et si Substack, qui est l'outil que j'utilise, change demain, j'ai quand même ma liste email qui peut me suivre dans le temps. Et donc ça, cette stratégie déjà du triangle d'or B2B, voilà, je peux pas analyser LinkedIn tout seul, dans le sens où cette stratégie, elle me permet d'être moins dépendant de LinkedIn, elle me permet de créer aussi une relation avec les gens qui dépasse juste un canal. Et ça, c'est important aussi. Je pense que ça finit par m'aider sur LinkedIn parce que des gens me découvrent ou me connaissent par d'autres leviers. Et donc, voilà, sur un podcast, je suis avec vous pendant 20 minutes dans vos oreilles et on peut s'imaginer qu'on crée un lien un peu plus fort que juste sur un post LinkedIn. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment important, c'est la stratégie globale. Je conseille toujours d'y aller par étapes, mais c'est bien d'avoir une vision stratégique de là où on veut aller, parce qu'ensuite, tous les canaux s'auto-alimentent et je pense qu'aujourd'hui, mon LinkedIn bénéficie du fait que j'ai un podcast et une newsletter. Du coup, deuxième pilier, c'était les trois canaux, c'est important, mais ça fait partie d'une stratégie. Et cette stratégie, de manière sous-jacente, si on remonte d'un cran, moi j'ai ma marque, j'ai mon branding. J'investis, et ça c'est important, le résultat sur LinkedIn, et ça se voit pas forcément, mais j'investis continuellement sur mon branding. J'ai créé une identité visuelle propre, qui est cohérente entre les canaux. On retrouve cette identité sur mon LinkedIn, donc en bannière, dans la sélection, même si là ça apparaît mal à l'écran, sur mon site. Et en fait, c'est super important ça. Donc ça veut dire que déjà, il y a un truc, je sais même pas si c'est beau, moi en tout cas, je trouve ça sympa, mais c'est juste qu'au moins c'est cohérent, c'est pro, c'est clean et ça renvoie quand même une image dans la tête des gens. Ok, le gars est sérieux sur son truc, quoi. Et donc on retrouve ça partout. Et ensuite, j'investis aussi, au-delà du branding et d'une belle identité visuelle, sur des formats qui sont importants pour mon branding. Cette année, j'ai investi notamment sur le format vidéo. J'ai pris aussi des shootings photos. Et en fait, comme on se souvient, donc là, hop, je peux donner un exemple de vidéo. Voilà, je poste des vidéos sur LinkedIn. Et comme, en fait, le branding, comme le disait Romain Bouvet dans ce podcast, ce n'est autre que la création d'une mémoire sémantique dans la tête des gens. Bah, le fait de créer de la vidéo, de faire de la vidéo et d'en poster sur LinkedIn ou d'autres canaux, ça me permet aussi d'être plus mémorable chez les gens. Ils me voient en mouvement, ils voient du son, et donc ça, c'est important aussi. Je l'ai pas fait pour la visibilité. Très honnêtement, mes vidéos expertes, elles font pas forcément beaucoup de visibilité. Là, ceux qui voient à l'écran voient que j'ai posté une vidéo, on est à peu près sur 150 engagements si on compte les likes et les commentaires. Elle fait à peine 4000 impressions. Par contre, j'ai à chaque fois des gens qui me disent ta vidéo est super, j'ai des retours. Donc en fait, faut pas juger ça en termes de ROI. Je veux faire des vues pour des vidéos expertes, mais par contre, je sais que ça marque les esprits et que les gens s'en souviennent. Et ça, c'est très très important pour le branding, puisque l'objectif, c'est de créer une mémoire. Donc j'investis sur mon branding et c'est très dur de mesurer le ROI, mais j'essaie de faire un truc aligné, qualitatif. Et par les retours quali, je sais que ça marche. Je sais que ça crée une vraie mémoire. Deuxième chose, et je vais rester sur mon post d'exemple avec la vidéo, c'est la profondeur des contenus. En fait, je liste en permanence mes insights, ce que j'observe sur le personal branding, et ça permet de donner de la profondeur à mes réflexions. En fait, personne est là sur LinkedIn ou les autres canaux pour voir les cinq choses à faire pour créer un super personal branding. En fait, les gens, ils sont là pour avoir ma perspective sur le sujet.
avoir mes insights, avoir d'un coup un condensé de tout ce que j'ai observé, de tout ce que j'ai appris. C'est ce que j'essaie de vous donner dans l'épisode. Et donc, dans un post où je dis par exemple le personal branding, ce n'est pas parler de soi, là je donne un insight en fait, parce que pourtant on pourrait se dire, on parle de soi dans le personal branding. Non, en fait, de manière sous-jacente, c'est pas c'est pas parler de soi. C'est raconter son histoire, permet de capter l'attention chez les autres. Montrer son visage permet de créer la mémorisation. Partager ses émotions permet de créer la confiance. Mais en fait, le vrai objectif du personal branding, c'est l'autorité. Et ce que j'essaie de raconter, c'est que l'histoire ou le fait de partir de soi et d'une expérience personnelle permet de créer un pont, une relation avec les gens pour ensuite aller parler de leurs problèmes et donc parler de choses qui les regardent eux et donc ils vont se retrouver eux dans le récit. Donc j'essaie de donner, notamment dans ce post qui est à l'écran, en fait ce qu'il y a derrière le fait de parler de soi en surface, c'est finalement beaucoup plus profond. Et donc je donne comment faire pour parler de soi sans parler de soi, puisque ça c'est un peu la problématique sous-jacente au personal branding pour pas s'arrêter à moi, moi, moi. Et dans ce post et dans cette vidéo, j'essaie de donner mon insight sur comment faire. Donc je vais quand même assez profond dans pas juste, c'est pas parler de soi, un selfie ne suffit pas. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est pas juste parler de soi et de donner le comment. Et donc cette profondeur d'expertise, je la développe en donnant tout le temps des notes et j'essaie vraiment de me mettre cette rigueur, d'aller tout le temps donner cette profondeur dans mes contenus. Et ça compte énormément pour la visibilité, pour la perf sur LinkedIn, puisque les gens en ont marre de voir des contenus génériques. Je récapitule, j'ai une stratégie globale, triangle d'or, LinkedIn, podcast, newsletter qui à long terme crée des effets cumulés. J'investis sur mon branding, donc c'est mon image, une identité visuelle clean, de la photographie, des formats, de la vidéo, tout ce qui permet de créer une mémoire cohérente et créer une singularité, une répétition qui fait que les gens se souviennent de moi plus facilement. La profondeur dans mes contenus, ça c'est le troisième point. Quatrième point, je suis jamais le sujet principal de mes contenus en fait. Même quand je parle de moi, c'est ce que je disais juste avant, j'essaie de traiter à travers moi et mon expérience un sujet qui peut être utile à ma cible, qui traite d'un problème de ma cible. Et je le fais à travers moi parce qu'au moins ça me permet de donner ma perspective, mon angle de vue. Et c'est aussi pour ça que les gens lisent. Ils veulent pas lire un contenu générique, ils veulent lire quelque chose dans lequel ils vont peut-être se reconnaître. Et c'est comme ça qu'ils vont le mémoriser et que ça va être utile. Euh, donc, euh, ça, c'est le quatrième point, c'est partir de soi et potentiellement de son storytelling, mais ne pas être le sujet principal. Le sujet, c'est les gens, et pour ça, il faut parler de leurs problèmes. Si je parle d'un problème qui touche d'autres gens, finalement, je peux parler de moi ou l'histoire d'un autre, peu importe. Cinquième point, moi, j'écris pas de post avec l'IA. En fait, j'écris souvent sur papier ou directement sur ordi, sur des notes. C'est plein de prises de notes, mais j'écris pas avec l'IA. Pourquoi? Parce que euh, c'est dans le processus d'écriture, c'est le processus et la douleur d'écrire, de raturer, qui permet de créer un processus où on clarifie ses pensées et où on arrive ensuite à proposer quelque chose avec une vraie perspective et une vraie valeur. Et l'IA, en revanche, peut servir à la fin pour la mise en forme, pour créer une super accroche, etc. Mais le fond et tout le processus qu'il y a avec, parce que les bienfaits, c'est pas juste de faire un super post, c'est d'étayer sa réflexion et d'aller loin et d'aller en profondeur. En fait, le bienfait d'écrire et de galérer, c'est vraiment ça. Et donc, ça, moi, je crois aujourd'hui que l'IA peut servir à plein d'endroits dans la création et notamment à la fin pour la formalisation, pour découper un épisode de podcast en plein d'idées de contenu. Elle peut aider à faire le tri, à faire plein de choses. Par contre, l'écriture en elle-même, je recommande de la garder. Ça me permet d'y mettre son ton, d'y mettre son truc. Et c'est vrai que il y a quelque chose, en fait, ça se sent. Il y a quelque chose d'humain où on sent quand c'est un humain qui le fait, on sent quand il y a En fait, il faudrait être extrêmement fort en IA aujourd'hui pour arriver à créer quelque chose qui ait l'air d'être humain et vrai. Et ça, je pense que les gens cherchent ça aujourd'hui. Ils cherchent ce truc de se dire, tiens, c'est lui qui l'a écrit. C'est pas une IA, c'est lui qui l'a écrit et c'est ça qui me touche, c'est que c'est la personne qui l'a écrit. C'est important. Il y a des études qui prouvent que quand les personnes sentent que quelque chose est écrit avec une IA, par exemple quand il y a plein d'émojis, quand c'est super structuré, ils perdent confiance en l'auteur. En fait, quelqu'un peut écrire du super contenu, mais si c'est formalisé avec de l'IA et que ça se voit, ça installe un doute chez les personnes et la confiance qu'ils prêtent en l'auteur baisse. C'est une étude qui a été publiée sur Harvard Business Review quand même. Donc en fait, il y a une différence entre... Moi, je pense qu'il vaut mieux pas écrire avec l'IA, mais même pour ceux qui écrivent
et qui formalise avec l'IA, il faut faire hyper attention à ce que ça se voit pas. Les gens pardonnent pas ça, visiblement. Sixième point, je prends le risque de rater. En fait, je fais plein de posts où je teste des choses et par exemple, des vidéos, marrantes, comme, c'est un sketch de Raymond DeVos, qui a rien à faire sur LinkedIn, mais où j'essaie d'en tirer, ma perspective, un angle de vue et donc voilà, j'essaie d'être audacieux dans les formats et d'aller justement à l'encontre de ce qui marche sur LinkedIn. Des vidéos en format paysage, pixelisé, d'un sketch qui a 40 ou 50 ans. Moi, je pensais que ça allait pas marcher et ça a trouvé un écho. Donc en fait, le fait de prendre le risque aussi et de se dire: «Bah, je vais faire, un truc qui me tient à cœur», souvent ça paye. Je remarque que souvent ça paye. Par contre, je fais l'effort d'y mettre un lien avec mon expertise et cetera. Ça paye s'il y a un lien vraiment pertinent avec mon expertise. Prise de risque. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? J'étudie le top 20 de mes posts qui génèrent 80 d'impressions. En fait, la loi de Pareto, le 20-80, il est présent partout, y compris sur LinkedIn. Et donc moi, aujourd'hui, c'est 20 de mes meilleurs posts. C'est mon top 20 qui me génère 80 de mes impressions. C'est eux que j'étudie et eux que je continue enfin, que je réplique. Je, par exemple, bah là, j'ai pris 2 exemples. Un post qui fait, 2 000 impressions, bah, c'est sûr que si je reproduis tout le temps ce même type de post, et que j'ai pas analysé que ça faisait 2 000 impressions, bah, ma visibilité va chuter aussi. Par contre, quand je fais un post où je vois qu'il y a 118 000 impressions, bah, je me dis: «Ah, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le format carrousel? Qu'est-ce qui a fait que ça a généré des impressions?» Et donc j'essaie d'étudier ces posts-là. C'est toujours des hypothèses, hein, ce serait trop facile sinon, mais de reproduire mon top 20. Et c'est hyper important, ça demande pas une grande analyse, c'est juste de se dire: «Bah, je veux quand même avoir de la visibilité. Qu'est-ce qui m'apporte, quel est mon top 20 qui m'apporte de la visibilité?» Comprendre qu'est-ce qui a fait que et le reproduire. Soit en le dupliquant, 6 mois plus tard, ça marche, le recyclage, soit, en essayant de reproduire, des schémas, des formats, des sujets. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que je suis pas exempt, des flops, hein. Ma visibilité augmente, mais aujourd'hui, je fais quand même des flops et j'ai quelques posts 20 qui portent toute ma visibilité. En termes de KPIs, qu'est-ce que je suis comme indicateur? Bah, justement, je ne suis pas vraiment la visibilité. Moi, l'indicateur numéro un que je suis, c'est le nombre de vues sur mon profil. Et souvent, bah, si en fait, je regarde dans les posts et ça, on peut vérifier aussi pour chaque post, combien ça amène de vues sur le profil. Donc il y a cette statistique macro où moi j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours 1500 visites par mois parce que c'est ça qui m'amène du business. Et en fait, j'essaie de faire des posts qui m'amènent des vues. Et ça, on peut le suivre de manière micro sur les posts en allant dans les statistiques sous le post. On peut aller voir pour un post. Et donc là, je vais aller dans ce post-là qui n'avait pas énormément bien marché, mais qui a quand même fait 17 visites sur le profil. Je pense que c'est des visites qualifiées parce que j'adresse un sujet très expert, et donc 2 abonnés. Donc c'est pas un super score, mais j'essaie de regarder dans le top 20%, lui il n'en fait pas partie, les posts qui amènent le plus de visites, qui génèrent le plus d'intérêt et potentiellement qui amènent le plus d'abonnés aussi. Souvent quand on a un post qui amène beaucoup de visites et beaucoup d'abonnés, au-delà des vues qu'il fait, des impressions qu'il fait, c'est ça le bon indicateur. Ça veut dire que ça crée l'effet, «Je veux pas rater le post suivant». C'est ça les vrais KPI, c'est nombre de visites de profil, parce que c'est ça qui génère du business. Et si on regarde un post, c'est le nombre de visites et d'abonnés qui génère. C'est ça qu'il faut essayer de regarder pour voir s'il faut reproduire ou pas. Globalement, les visites de profil, c'est la seule métrique, qui est directement corrélée aux résultats business. Et donc, moi, par exemple, pour 1 500 visites par mois, j'ai, environ 2 leads qualifiés par semaine. Si cette, métrique baisse, ça baisse. Si cette métrique augmente, ça augmente. C'est mathématique. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il faut regarder. Globalement, à partir de 500 visites mensuelles, on commence à avoir suffisamment, statistiquement de gens qui viennent pour qu'il se passe des choses. Si rien ne se passe, c'est que vous avez plutôt un problème d'offre et donc que les gens ne comprennent pas. C'est que potentiellement vous avez du bon contenu, les gens viennent sur le profil, mais que là, il faut revoir le profil. À partir de 500 visites mensuelles, normalement, il y a de la demande, il y a des messages, il y a de la demande entrante. C'est statistique, hein, ça je l'observe sur tous mes clients. Et donc voilà, en se focusant là-dessus, ça permet de dédramatiser aussi un post qui fait, moins de vues, de dire: «Attends, moi ce que je veux, c'est des gens qualifiés qui viennent sur mon profil et donc je vais continuer à faire des posts et au pire, même si le post il flop,
bah, s'il était quand même expert et qu'il m'a ramené 3 personnes et bah, c'est 3 personnes de plus, tu vois? Et ça compte et j'ai pas, c'est jamais pour rien. C'est aussi ça qui est important. Hem Ensuite, le dernier élément, je vais terminer là-dessus, c'est faire du temps son allié. Le truc, c'est que créer une réputation, ça prend beaucoup de temps et du coup, bah, il faut se poser la question: «Combien de temps je suis prêt à attendre?» À avoir des résultats. La visibilité, elle vient en testant, en prenant des risques avec tout ce qu'on a partagé là. J'ai parlé de branding, de profondeur de contenu, de stratégie macro, du fait que je suis jamais le sujet principal de mes posts, mais qu'à travers moi, je parle des problèmes de ma cible, de pas de post écrit par une CLIA, je prends le risque de rater. Je suis plutôt mes impressions, je suis pas mes impressions, mais je suis plutôt le nombre de vues sur mon profil, est-ce que mes posts génèrent d'intérêt. Tout ça, ça prend du temps et donc pour faire du temps son allié, bah, moi je conseille de se mettre sur un truc et d'y aller, de galérer, de galérer, de galérer et de reproduire. Plus le temps avance, plus je remarque que plus mon contenu est rentable en fait. Le temps, si on reste focus sur son expertise et qu'on accepte de galérer, aujourd'hui pour être très clair, 1 heure de création de contenu, je crois que j'avais fait le calcul, ça me rapporte, 1 000 ou 1 500 € hors taxe, si je ramène ça au chiffre d'affaires généré. Clairement, il y a 2 ans, bah, 1 heure de création de contenu, ça m'a rapporté peut-être 100 €. Ça a été multiplié par 15 et c'est toujours 1 heure. Donc en fait, le temps, ce qui est génial en acceptant ça, c'est que le temps devient enfin, avec les effets cumulés, le même temps mis crée 10 fois plus de valeur au bout d'un moment que 2 ans avant. Voilà, moi, ça prend un peu de temps, mais c'est ça aussi l'objectif de créer une réputation et je pense que c'est ça qui est sous-jacent à ceux qui performent sur LinkedIn ou pas. C'est qu'ils ont accepté que ça prend du temps et que en fait, pour un même contenu, comme la réputation et l'autorité a augmenté et ben ça marche beaucoup mieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour un même post, expert posté, il aurait peut-être fait 10 likes il y a 2 ans et il en fait, 70 aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est que LinkedIn donne toujours quand même la, mmh, l'avantage à ceux qui sont restés et qui ont été cohérents sur leur message. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour avoir le débrief sous format écrit et intemporel, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Je mets le lien du numéro lié à ce qu'on s'est dit, en description, sur YouTube, sur les podcasts, ce sera partout, le lien est partout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager au moins une personne de votre entourage que ça pourrait aider. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, pour, retrouver les épisodes suivants. Il y en a à peu près un par semaine, soit épisode interview, soit épisode, solo comme ça. Moi, mon métier, c'est coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Je suis surtout actif, sur LinkedIn en termes de réponses. Donc, pareil, un petit feedback, ça ferait très plaisir. Si vous avez besoin d'infos, écrivez-moi sur LinkedIn. Et il me reste à vous laisser. J'espère que ça vous a plu. À bientôt sur Bonne Réputation. Ciao, ciao.